Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique où j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel pour aborder une thématique liée évidemment à la géopolitique, l'intelligence stratégique. Nous allons étendre ce champ, cette notion, à l'entreprise et à l'activité professionnelle en nous interrogeant sur l'intelligence stratégique issue de la géopolitique peut-elle être décisive pour réussir en entreprise. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Nous allons chercher aujourd'hui à nous approprier un concept, celui d'intelligence stratégique, et avant de comprendre l'objectif, celui de la victoire finale, essayons d'abord d'en déterminer le sens. Oui, ça paraît effectivement très important parce que le concept d'intelligence stratégique n'est pas forcément spontanément compréhensible et en plus il va falloir s'efforcer d'en faire une distinction avec un terme qu'on évoquera tout à l'heure qui s'en rapproche mais dont les différences sont quand même particulièrement importantes. Dans un premier temps, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants que la thématique d'intelligence stratégique, c'est une action. Ça, c'est un point qui est important parce que ça souligne le fait qu'il va falloir agir. Préalable, indispensable, fondamentale ou primordiale, non suffisante pour que toute stratégie soit victorieuse. Et je précise d'emblée qu'en effet, une stratégie ne peut être victorieuse que si elle est en adéquation avec le contexte. Alors évidemment, je pourrais être amené à définir tous les termes mot à mot. Ça ne va pas être possible parce que ce serait trop fastidieux et parce que le temps nous contraint, mais j'aimerais quand même donner 2 ou 3 éclaircissements supplémentaires avant qu'on puisse aller plus loin ensemble, si vous me le permettez. D'abord, j'attire l'attention de nos étudiants sur le fait que, loin d'être uniquement dans une démarche intellectuelle, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément mauvais, on est vraiment dans une démarche opérationnelle, c'est-à-dire qu'on va vraiment être capable de déterminer une méthode, un état d'esprit qui peut nous permettre non seulement en géopolitique, en politique, mais aussi dans le cadre de l'entreprise, je crois, de remporter plus facilement la victoire. Et si on reprend notre définition, on remarque que c'est une action préalable, l'intelligence stratégique, et en fait, elle doit nous permettre de trouver, de déduire une stratégie qui correspond à un contexte. Trop souvent, j'ai eu le sentiment, que ça soit d'ailleurs dans le domaine du sport, Olivier, de la politique ou des exemples historiques, on a l'impression qu'on aboutit à des stratégies qui sont totalement hors sol ou déconnectées, alors qu'en fait, une stratégie ne peut être vraiment efficace que si elle correspond à une situation. Encore faut-il être totalement en capacité de maîtriser la situation et d'en connaître les tenants, les aboutissants. Et c'est là où j'ai le sentiment que c'est passionnant, parce que c'est la maîtrise de l'information, alors on verra d'ailleurs quel type d'information, qui doit nous permettre clairement d'identifier le contexte. Et on voit bien, eu égard à ce qu'on est en train de dire, tout l'intérêt qu'il n'y a pas spontanément à donner ces informations sur soi, puisqu'elles donnent un pouvoir à autrui d'agir sur soi. Évidemment, on a une difficulté préalable, c'est qu'avec l'explosion des médias aujourd'hui, la multitude d'informations auxquelles on peut avoir accès, on a tendance à considérer que ce qu'on est en train de mettre en avant est assez évident. Or, on va se rendre compte, au fur et à mesure de notre exploration tous les deux, qu'on a l'habitude d'être dans un monde d'information, mais qu'on n'a plus l'habitude de prendre du recul et d'interpréter cette information. Et ça, c'est capital. Et puis, si vous me le permettez aussi, il y a un autre élément sur lequel on reviendra, c'est que la stratégie, encore une fois, ne peut être efficace que si elle correspond véritablement au contexte. Là, si vous voulez bien, ça aussi, une démarche que je vais mettre en place tout de suite, qui pourrait être très longue, je vais m'appuyer sur 2 alliés, si vous me permettez, pour essayer de convaincre davantage nos auditeurs, nos étudiants de ce qu'on est en train de dire, parce que là, on pourrait me rétorquer que, qu'est-ce qui nous permet d'être aussi certains ou catégoriques dans notre avancée? Et là, je vais choisir 2 référents en stratégie qui sont bien célèbres et qui sont bien connus. Et je vais d'emblée expliquer pourquoi j'en prends 2, parce qu'en stratégie géopolitique, on a tendance à considérer qu'il y a plutôt la stratégie, alors évidemment, ça c'est une perception assez globale, qu'on appellerait de l'eau, et une stratégie qu'on qualifierait du feu. Et là, il y a 2 personnages qui sont emblématiques. L'eau, je rappelle, ce serait la ruse, l'évitement, le contournement. Et le feu, ce serait bien sûr l'affrontement, le conflit et la destruction. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir si ces 2 familles, qui historiquement existent depuis 25 siècles, toutes civilisations confondues quand même, Olivier, sont à peu près d'accord déjà avec le préambule ou le préalable tel qu'on est en train de le définir. Alors évidemment, je crois que certains auront déjà deviné que par rapport à la stratégie de l'eau, on a Sun Tzu, qui a écrit le fameux opus L'art de la guerre. Et d'emblée, on peut citer une citation de Sun Tzu ou une phrase de Sun Tzu qui paraît répondre à notre préoccupation, à savoir
Si tu te connais toi-même et si tu connais tous tes adversaires, tu mèneras sans combat, sans jamais aucun risque. Cette citation de Sun Tzu, je trouve, est passionnante, Olivier, si vous me permettez, parce qu'elle a été écrite il y a 25 siècles, à un moment où, bien sûr, la technologie n'était pas du tout celle qu'on a aujourd'hui. Et ça permet d'être plus modeste parce que nous, aujourd'hui, qui nous mettons dans une logique où on prévaut que grâce à notre technologie, on peut tout maîtriser, on se rend compte que c'est des aspects qui étaient déjà totalement maîtrisés il y a 25 siècles. Et cette phrase est d'autant plus intéressante que non seulement Sun Tzu nous dit que la maîtrise de l'information est capitale, mais si vous me permettez, c'est presque la seule qui compte. En anglais, ce serait mieux, it is the only thing. En fait, si je maîtrise l'information, je ne peux pas perdre. Enfin, c'est quand même très très fort comme phrase. Et alors, dans la continuité, on aurait plutôt le stratège du feu. Alors là aussi, c'est quand même un référent qui est très classique, Karl von Clausewitz, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle De la guerre, vom Kriege. Alors là, beaucoup plus tard, puisque en fait, ça a été écrit au XIXe siècle. Et là, c'est plus par un concept qui s'appelle le brouillard de guerre, en anglais fog of war. Et la phrase de Clausewitz est assez intéressante parce qu'il dit tout général est d'abord spontanément plongé dans un brouillard de guerre qu'il lui faut dissiper avant d'élaborer une stratégie. Donc on voit bien que c'est élaboré par deux philosophies qui sont a priori dissemblables, deux approches qui sont presque contradictoires, mais en fait, sur ce point-là, les deux auteurs sont totalement d'accord, même s'ils l'évoquent sur des modalités différentes. Et si vous me permettez de rajouter une information supplémentaire sur Clausewitz, ce qui est assez passionnant, c'est que le concept de brouillard de guerre va donner concept dans les jeux vidéo au concept de fog of war, et que j'attire l'attention de nos étudiants sur le fait que quand ils pratiquent le jeu vidéo avec des cartes qui s'estompent ou des informations qui sont estompées, c'est en fait la mise en pratique ludique de Clausewitz à travers le fog of war, ces cartes évolutives qui justement cachent l'information, car on pouvait faire remarquer à nos étudiants que s'ils avaient la totalité des cartes, il n'y aurait plus de jeu possible, puisqu'en fait, il n'y aurait plus de suspense possible. Donc on a déjà là la validation, je pense que le terme est important, par deux auteurs et non des moindres, que la maîtrise de l'information est clé avant toute réflexion stratégique. Ça, je pense que c'est capital. Ça veut dire que l'intelligence stratégique, on va déjà comprendre qu'il va falloir la positionner avant d'être en réflexion stratégique sur quelle est la stratégie à déterminer. Et là, il y a un autre élément qui me paraît important à mettre en place, c'est que, évidemment, quand on parle d'intelligence stratégique, il y a très vite un autre concept qui vient en reflet, ou en comparaison, et qui est plus, à mon sens, commun ou plus habituel pour nos étudiants, c'est l'intelligence économique. Mais là, sans vouloir être déconsidérant, moi j'ai un peu l'habitude de faire remarquer que l'intelligence économique, c'est assez intéressant, si vous me permettez Olivier, elle a d'abord été créée par des pays anglo-saxons, et notamment les États-Unis d'Amérique, qui sont nés le 4 juillet 1176. Et on y reviendra par la suite. Ce qu'on remarque, c'est que souvent, en intelligence économique, on a pallié le manque d'expérience historique ou géopolitique, puisqu'on n'a que 240 ans de recul aux États-Unis, en créant une matière et finalement en redécouvrant un certain nombre de logiques que d'autres puissances qui ont 15 ou 20 siècles ont déjà connues à travers la géopolitique. Et en fait, l'intelligence économique, il y a aussi un autre argument, ça s'abstient plutôt sur le champ stricto sensu économique, alors qu'à mon sens, l'intelligence stratégique peut toucher des logiques qui sont plus larges. Et surtout, elle est plus tactique ou plus conjoncturelle. C'est-à-dire qu'elle permet de répondre à des logiques qui sont plus immédiates. Et d'ailleurs, si on remarque bien dans les cours, on a souvent en fait des cours d'intelligence économique qui sont liés à des attitudes de process informatiques, qui permettent effectivement de répondre à une question clé, mais qui ont le risque d'être assez vite surannés, surtout si on est sur des produits informatiques. En guise d'information complémentaire, on peut d'ailleurs faire remarquer qu'à Harvard, on est en train de refaire travailler les étudiants sur Sun Tzu, ce qui est quand même assez symptomatique de la compréhension de la nuance entre les deux sujets. Et donc là, ça veut dire qu'effectivement, normalement, on a prouvé qu'on était dans une démarche qui était nécessaire en entreprise. Il nous reste maintenant à savoir comment on la met en place. C'est très intéressant ce que vous soulevez, Fabrice, quand vous invoquez le fait que Harvard redécouvre l'intelligence stratégique, l'intelligence économique sur le court terme, on revient au long terme, on revient au Sun Tzu, on revient aux sources, véritablement, donc 25 siècles. Le problème était celui de l'information, il demeure celui de l'information, même si la nature de l'époque et des temps et de la technologie fait que c'est plus tout à fait le même problème. La rareté est devenue la profusion, donc il faut considérer et traiter l'information en pensant à comment la hiérarchiser. Exactement le même problème que les journalistes d'ailleurs. Mais là, comment en intelligence stratégique, on va justement traiter
hiérarchiser ces informations? Oui, le point que vous soulevez me paraît très très important, Olivier, parce qu'effectivement là, il y a un aspect qui est totalement différent par rapport au passé, à savoir qu'auparavant on manquait plutôt d'informations et on était dans une démarche où il fallait chercher l'information. Et aujourd'hui, on peut croire, parce qu'on est en profusion d'informations, que c'est plus nécessaire, alors que la difficulté est presque supérieure. Il va falloir clairement identifier quelles sont les informations utiles, de quelles sont les informations inutiles et quelles sont les vraies informations des fausses informations. Et on pense spontanément d'ailleurs au concept des fake news. Mais si vous m'y autorisez, ce que j'aimerais, c'est remettre dans un premier temps l'enjeu global de l'intelligence stratégique pour nos étudiants. J'imagine que certains de nos étudiants pourraient se faire la remarque qu'on reste très conceptuel, on a une démarche très intellectuelle, alors qu'à contrario, on veut s'inscrire totalement dans un état d'esprit très concret, très opérationnel, très pratique, et qu'on va être amené d'ailleurs à proposer une méthode à mettre en place. Ce qu'il faut bien comprendre, Olivier, c'est que grâce à l'intelligence stratégique, on doit être en situation, en capacité d'estimer si on est face à une situation qui est plutôt favorable, à une situation qui est plutôt défavorable, ce qui nous amènera, comme on le verra par la suite, à ensuite, le cas échéant, déterminer une stratégie et la mettre en place. Mais il faut d'abord savoir quelle est la situation et si elle est plus ou moins favorable. Donc l'intelligence stratégique permet de dire, de classer, de hiérarchiser dans un premier temps déjà la situation. Est-ce qu'elle nous est très favorable? Est-ce qu'elle nous est favorable? Est-ce qu'elle est plutôt médiane? Est-ce qu'elle est défavorable ou est-ce qu'elle est défavorable? Ou très défavorable. Et ce qui est intéressant, si vous me permettez, si on avance déjà, c'est que ça ne préjuge en rien de savoir si on va effectivement mettre en place une stratégie. Si vous me permettez, je vais prendre deux exemples. La situation peut être favorable, mais dans le cadre d'une entreprise d'ailleurs, dans le cadre d'un État ou d'un club sportif, on peut considérer qu'elle n'est pas assez favorable pour qu'on prenne le risque de mettre en place une stratégie. Ou à contrario, on pourrait être dans une situation qui est plutôt défavorable, mais on assume totalement de prendre le risque en conscience de mettre en place une stratégie qui va intégrer ces risques, mais de prendre en conscience la décision de quand même aller affronter finalement ce challenge. Et c'est le fameux go, no go, qu'on a d'ailleurs souvent en entreprise ou qu'on entend souvent en cours d'économie ou de marketing. Ça, je crois que c'est capital. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que je me suis basé sur un film de Luc Besson qui s'appelle Le Cinquième élément, pour essayer de mettre en place une hiérarchisation des informations. Parce qu'on se rend bien compte, a fortiori dans le monde d'aujourd'hui, en 2019, où on est beaucoup soumis à des informations différentes, elles n'ont pas toutes la même importance, elles ne sont pas toutes à considérer. Et là, ce qui va être très important à comprendre, c'est qu'on va faire une sorte de hiérarchisation, de typologie, de segmentation croissante, en essayant de repérer des familles d'informations, des catégories d'informations, qui seraient importantes pour pouvoir estimer la situation globale dans laquelle on se trouve. En fait, on est un peu dans la situation du puzzle, si vous me permettez, Olivier. On va récolter un certain nombre d'informations en les hiérarchisant pour voir si elles influencent plus ou moins la situation et qu'elles nous permettent de savoir si elle nous est favorable ou si elle nous est défavorable. Alors intéressons-nous à ces familles d'informations et comme pour le puzzle, commençons par le plus facile, c'est-à-dire le cadre, vous savez. Quel serait le premier élément de l'information? Alors il y en a un qui paraît évident, même si d'ailleurs on va se rendre compte que d'emblée on va t'amener à faire un certain nombre de précisions. Ce que je voudrais rappeler pour nos étudiants, c'est que donc on va nommer 5 catégories, ce que nous on appelle les 5 éléments. Et on voit bien que d'ailleurs c'est la combinaison des 5 qui va nous amener à la victoire, mais que le 5e, je m'empresse de le dire tout de suite, est tellement important qu'à lui tout seul, il peut changer le panorama, mais ça on y reviendra parce que je crois que c'est important à souligner. Le premier élément, j'ai tendance à le qualifier de l'identité, il est facile à comprendre, la carte d'identité. Bon. Si on ne sait pas l'identité des différents acteurs dans une situation, par définition, alors on ne sait vraiment pas grand-chose. Mais là où c'est un peu plus subtil et moins spontané qu'il n'y paraît, c'est que bien sûr il y a le nom, bien sûr il y a la localisation, et là c'est très intéressant parce qu'on voit bien tous les ponts ou les chemins transverses qu'on peut faire entre la géopolitique et l'économie. La localisation d'une armée, la localisation d'un gouvernement, d'un État, la localisation d'une entreprise, de ses filiales, l'organisation. Et c'est assez intéressant parce que vous comme moi, on a été amenés à corriger un certain nombre de mémoires de nos étudiants et souvent on a les organigrammes. Et on fait la remarque à nos étudiants de dire « oui mais quelle est l'interprétation de l'organigramme ?» Parce qu'un organigramme nous apprend déjà énormément de choses. Quelle est la répartition des pouvoirs?
Est-ce qu'il est plus ou moins vertical ou horizontal? Est-ce qu'il y a par exemple une centrale d'achat ou est-ce qu'il n'y a pas de centrale d'achat? Est-ce que cette centrale d'achat a tous les pouvoirs ou est-ce que les pouvoirs sont plus diffus au niveau départemental ou régional? Est-ce que ce pouvoir est effectif ou est-ce qu'il est purement officiel? Et souvent on se rend compte que même sur les aspects identité, on ne prend pas assez de recul parce qu'il y a des informations là sur les concurrents, sur les clients et savoir comment ils fonctionnent. Ça, c'est des éléments qui sont objectifs. Et on voit bien déjà qu'il y a une sous-segmentation à l'intérieur de l'identité. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, si vous me permettez Olivier, c'est qu'en plus, il y a un paramètre plus subjectif et qui est bien sûr beaucoup plus important, c'est la réputation. Quelle est la réputation d'un pays, d'une armée, d'un gouvernement, d'une entreprise, d'un produit, d'un club ou même, si vous me permettez, d'un joueur? Moi, ce que j'ai trouvé assez frappant, c'est que quand on prend des exemples, alors là, pour le coup, plus habituels ou plus ludiques pour les étudiants, de clubs de football ou joueurs de tennis, souvent un certain nombre d'adversaires sont pétrifiés par l'aura, la réputation. On imagine spontanément, par exemple, Rafael Nadal a gagné 11 fois Roland-Garros et on comprend bien que quand on vient affronter Rafael Nadal sur un terrain Roland-Garros, on a déjà une pesanteur ou un a priori négatif. Et là, on se rend compte que, paradoxalement, c'est presque l'élément le plus subjectif qui va être le plus important dans l'appréhension qu'on a de la situation. Donc, on a déjà l'identité. Et on ne va pas peut-être s'arrêter plus longtemps sur cet élément-là, mais il est déjà important parce que quand on considère l'ensemble des personnes qui peuvent contribuer au sein d'une entreprise, au sein des clients, au sein des prospects ou au sein des concurrents est appréhendé, ça fait déjà beaucoup d'informations à maîtriser, Olivier. Alors c'était le premier élément. Si on en vient au deuxième élément, c'est l'élément de l'effectif, du groupe, du nombre, du volume, qui, si on pense au contexte guerrier, nous semble être le premier, vraiment. Oui, et alors là, ce qui est intéressant à souligner, c'est le contexte guerrier ou le contexte commercial. Si on a un commercial et qu'on se rend compte que le concurrent, finalement, met en place 3, 4, 5, 6 commerciaux, on a tendance à considérer spontanément que la défaite est certaine ou que la victoire est certaine. Et effectivement, ce qui me paraît important à souligner sur cet élément-là, puisque nous, on va utiliser notre terminologie, les éléments, c'est qu'on s'attendrait plutôt à le voir, puisqu'on a dit qu'on était sur une importance croissante, en dernier. Parce qu'on a la tendance à considérer qu'il serait majeur dans l'influence qu'il a dans notre appréciation du contexte. Et ce qui va être intéressant sur la géopolitique, c'est que la géopolitique nous réapprend que cet élément-là est beaucoup moins important qu'il n'y paraît, qu'on a tendance à l'hypertrophier, à presque lui donner une importance qu'il n'a pas. Et je vais m'appuyer sur 2 exemples pour essayer de le démontrer. En fait, quand on prend la campagne, elle n'est pas si connue que ça, de l'armée italienne dans le nord de l'Afrique, dans le 2e semestre de 1940, Mussolini a décidé de déclarer la guerre aux Britanniques et aux Français. Les Britanniques sont en situation de repli, il y a eu une défaite face à l'armée allemande, et les Italiens pensent que la situation est très propice pour envahir l'Égypte, puisque eux maîtrisent la Libye. On se retrouve dans un contexte où on est globalement sur une armée de 300 000 hommes face à une armée de 30 000 hommes. Donc là, on perçoit spontanément qu'on les a un rapport de 1 à 10. Et malgré tout ce qu'on peut légitimement attendre, c'est les Anglais qui remportent la victoire, et non seulement ils arrêtent les Italiens, mais ils se mettent à conquérir dans un temps très court, 2 à 3 mois, la totalité de la Libye. Et là, on voit bien que, surprise, l'élément de l'effectif n'est pas aussi prépondérant que ça. Et puis pour nous, Français, il y a évidemment un exemple majeur, c'est la bataille d'Austerlitz du 2 décembre 1805, qui est d'ailleurs parfaitement mis en évidence dans un film éponyme d'Abel Gance tourné en 1960, où on voit bien que Napoléon construit d'ailleurs une stratégie, fait semblant de s'enfuir, attire les forces austro-russes qui sont 60 à 65 000 alors que les Français ne sont que 30 000. Il les attire parce qu'il feint la fuite et ensuite, après avoir feint la fuite, il attaque leurs points faibles, il arrive à couper ses armées en 2 et surtout à les repousser sur un terrain qu'il avait préalablement étudié, dans les marais qui sont gelés, et l'histoire est assez connue, l'artillerie française dans le courant de l'après-midi bombarde les marais et donc l'armée austro-russe est défaite à 1 contre 2. Ça, c'est assez intéressant parce que on en parle de moins en moins dans les livres d'histoire, mais quand on en parle, on met toujours en avant l'intelligence stratégique de Napoléon, ça c'est un fait que personne ne conteste, la capacité opérationnelle de l'armée française. Et là, je demande à nos étudiants d'être particulièrement attentifs parce qu'on y reviendra en guise de conclusion. La victoire est souvent la combinaison d'un stratège, d'une capacité pour se subordonner à mettre en place sa stratégie, mais aussi à l'information. Parce que, Olivier, ce que je trouve qu'on oublie trop souvent, très très souvent, même pratiquement de façon quasi systématique, c'est que pourquoi Napoléon construit-il un plan aussi complexe que celui-là, qui consiste à feindre la fuite. Pour décrire la situation, on mettra certainement une carte pour que ça soit plus compréhensible. Il feint la fuite et les Austro-Russes
quitte le plateau de Pratzen, donc Napoléon les contourne, monte sur le plateau de Pratzen, etc. Mais c'est parce qu'il le sait qu'il est en infériorité numérique, Olivier. On oublie trop souvent ça. Et en fait, très peu souvent, on a l'habitude de mettre en évidence que Schulmeister, l'espion de l'empereur à l'époque, que les services secrets français qui sont considérés comme les meilleurs à l'époque, en réalité maîtrisent totalement les effectifs adverses. Et c'est parce que Napoléon connaît les effectifs adverses et qu'il sait qu'il est à 1 contre 2, on reprend d'ailleurs notre définition originelle telle qu'on l'a pris en début de séance, qu'il construit une stratégie qui correspond à la situation. Car en fait, s'il n'avait pas été tenu au courant de cette information, est-ce qu'il aurait construit un plan aussi compliqué que celui-là? Non, il aurait peut-être privilégié un affrontement direct. Ce qui me permet de faire, si vous m'autorisez, une remarque connexe. En fait, souvent, la supériorité numérique est un faux ami, car elle a tendance à donner une surconfiance à ceux qui la maîtrisent, et donc à les amener à moins considérer la démarche stratégique, à moins réfléchir en termes de stratégie, à se reposer sur la force brute pure, alors qu'à contrario, elle va pousser dans le même temps ceux qui ont conscience de l'infériorité numérique à beaucoup plus faire une démarche stratégique parce qu'ils vont devoir compenser leur infériorité par une démarche stratégique. Et c'est bien pour ça que je mets cet élément qu'en second, si vous m'autorisez, ou qu'on le met qu'en second, parce qu'en fait, on a tendance à être mis dans une confiance qui est trop importante, et souvent les pires défaites arrivent justement quand on est en supériorité d'effectifs. Il y a un ouvrage de Jean Tullard qui s'appelle « Napoléon, chef de guerre », qui est assez intéressant dans son 2e chapitre, parce qu'on voit bien que Napoléon en fait, avait 2 mallettes très importantes, une sur les régiments français, et il avait en fait une fiche sur chaque régiment français, sur les effectifs réels, sur les officiers qui les commandaient, sur l'état d'esprit qu'il avait à l'époque, et on voit bien la phrase de Sun Tzu, « connais-toi toi-même », mais en plus il demandait non seulement à tous ces ambassadeurs, à tous les envoyés diplomatiques, et y compris aux courtisanes qui étaient favorables à l'Empire français à l'époque, de l'informer sur les régiments étrangers. Ça veut dire qu'en plus, Napoléon tenait des fiches sur tous les régiments étrangers. Et il y a là, de ce point de vue-là, une histoire qui est importante. Lors de la retraite de Russie en 1812, quand Napoléon est dans la fuite, et que les Russes récupèrent les bagages français, ils mettent la main sur ces fiches, et elles sont tellement précises qu'ils ont la certitude qu'en fait, il y a eu un traître qui a vendu les informations, car ils n'arrivent pas à croire qu'elles sont dues au seul talon des services secrets français et de l'étude d'une intelligence stratégique. Donc on voit bien là que grâce à l'intelligence stratégique, on est en train d'intégrer des paramètres et que ce 2e élément, ça peut paraître surprenant, il est important, mais si on a une bonne intelligence stratégique en place, on peut facilement non seulement le contourner, mais le surmonter. C'est passionnant. En vous écoutant, j'étais en train de penser en plus à Enigma, vous savez, pour la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, on vient avec un degré d'information stratégique supérieur, ce qui se passe. On l'a vu, on a vu 2 éléments qui sont cruciaux dans la maîtrise de l'information. Je vous propose, Fabrice, de nous arrêter là. Les 3 prochains seront encore plus intéressants et encore plus déterminants. C'est ce qu'on abordera dans une prochaine séance. Bien volontiers, Olivier. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle séance des Rendez-vous de la géopolitique. Comme vous l'avez compris, nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre ce travail sur l'intelligence stratégique.